Pour commencer notre voyage dans le passé, il faut revenir aux origines de deux femmes dont les vies ont suivi des trajectoires radicalement différentes, alors qu'elles partageaient le même sang. Deux sœurs, nées des mêmes parents, dans la même maison, entourées de la même immense fortune, ont fini par mener des existences qui n'auraient pas pu être plus opposées. L'une fut pleurée par un premier ministre, tandis que l'autre fut presque entièrement oubliée par l'histoire. Elles s'appelaient Edwina et Mary, et la réalité de ce qui leur est arrivé est bien plus étrange que ce que la plupart des gens ont jamais entendu. Pour comprendre Edwina et Mary Ashley, il faut d'abord comprendre d'où elles venaient, car le monde dans lequel elles sont nées avait des règles très précises sur ce que devait être la vie d'une femme. Leur père était Wilfrid William Ashley, un député conservateur, qui devint plus tard Lord Mounttemple. C'était un homme respectable, politiquement bien connecté et solidement établi dans la société. Leur mère était Maud Cassel, dont le nom complet était Amalia Mary Maud Cassel. Elle était la fille de Sir Ernest Cassel, l'un des banquiers privés les plus puissants du monde. Sir Ernest était un homme qui s'était fait tout seul. Il était arrivé en Grande-Bretagne depuis l'Allemagne avec presque rien. Grâce à une combinaison d'instincts financiers exceptionnels et de loyauté personnelle envers le roi Édouard VII, il avait bâti une fortune que très peu de personnes en Grande-Bretagne pouvaient égaler. Lorsque Maud Cassel épousa Wilfrid Ashley en 1901, ce fut l'une de ces unions qui cimentait deux formes différentes de pouvoir. Lui apportait le statut politique et les anciennes relations anglaises, tandis qu'elle apportait l'argent, un argent immense, presque inimaginable. Edwina naquit le 28 novembre 1901 et Mary suivit le 22 juillet 1906. Leurs premières années furent façonnées par la grandeur des demeures entretenues par Sir Ernest, notamment Brooke House, sur Park Lane à Londres, qui était alors considérée comme l'une des résidences privées les plus somptueusement décorées du pays. Les invités qui y entraient pour la première fois décrivaient l'intérieur comme quelque chose entre un palais et un rêve. Sir Ernest ne regardait pas à la dépense lorsqu'il s'agissait de marbre, de lumière et d'art. Pourtant, les fondations de l'enfance des deux filles n'étaient pas aussi solides que le marbre pouvait le laisser croire. Leur mère, Maud, n'allait pas bien. Elle souffrait de tuberculose, une maladie que l'on décrivait alors avec des termes plus vagues et plus élégants, et elle mourut le 5 février 1911, alors qu'Edwina avait 9 ans et Mary seulement 4. Leur père se remaria en 1914. La belle-mère, Molly Forbes Sempill, ne fut accueillie chaleureusement par aucune des deux filles, surtout par Edwina, qui était assez âgée pour ressentir profondément la perte. Elles furent donc envoyées, comme l'étaient souvent les filles de leur classe sociale, dans des pensionnats. Edwina fréquenta la Links School à Eastbourne, puis Alder House dans le Suffolk. Mary suivit son propre parcours éducatif dans des institutions similaires. On les façonnait pour devenir le type de jeune femme que la Grande-Bretagne édouardienne et du début de l'époque géorgienne attendait de familles de ce rang, accomplies, gracieuses et bonnes à marier. Mais il y avait dans leur histoire familiale un élément qui allait colorer tout ce qui suivrait. Sir Ernest Cassel, leur grand-père, s'était particulièrement rapproché d'Edwina après la mort de Maud et finit par l'inviter à vivre avec lui et à tenir le rôle d'hôtesse à Brooke House. Il avait accumulé une fortune estimée à sa mort, en 1921, à environ 7 millions de livres. Ce chiffre demande un contexte. Il signifiait l'indépendance dans un monde où les femmes n'en avaient presque aucune. Il signifiait que la personne qui en héritait n'avait besoin de demander la permission à personne pour quoi que ce soit. Lorsque Sir Ernest mourut, il laissa l'essentiel de sa fortune à Edwina. Elle avait 19 ans. Du jour au lendemain, elle devint l'une des héritières les plus riches de Grande-Bretagne. Son fonds en fiducie atteignait environ 2 millions de livres après impôts, en plus de Brooke House et d'autres propriétés. Mary reçut elle aussi une part importante, décrite par la presse de l'époque comme la moitié de la fortune de son grand-père. Mais l'écart dans ce que chaque sœur contrôlait réellement était bien réel, et il allait façonner tout ce qui suivrait. Segment 11. Le mariage d'Edwina et la vie qui suivit. En avançant vers le chapitre suivant de cette histoire, on voit comment la richesse et le statut ont conduit à un mariage qui captiva tout le pays. L'homme qui allait entrer dans le monde d'Edwina, l'année où Sir Ernest mourut, n'était pas inconnu du public britannique. Louis Mountbatten, encore appelé Lord Louis Mountbatten à l'époque, était un officier de marine de 20 ans,
Fils du prince Louis de Battenberg et de la princesse Victoria de Hesse, ce qui faisait de lui un arrière-petit-fils de la reine Victoria. Il était beau, énergique, profondément ambitieux et totalement fasciné par l'héritière Ashley. Ils se rencontrèrent pour la première fois lors d'un bal à l'hôtel Claridge's en octobre 1920. Edwina était déjà une figure importante de la société londonienne et l'attirance fut immédiate des deux côtés. Une correspondance commença et Edwina finit par se rendre en Inde, où Mountbatten voyageait avec le prince de Galles. C'est à Delhi, en février 1922, qu'il la demanda en mariage et elle accepta. Le mariage eut lieu le 18 juillet 1922 à St. Margaret's, Westminster. Le prince de Galles fut témoin du marié. Plus de 8000 personnes se rassemblèrent à l'extérieur et la liste des invités comprenait la reine Mary, la reine Alexandra et une grande partie de la société royale européenne. Les photographies de cette journée montrent un couple rayonnant et la presse parla du mariage de l'année. Ce que les photographies ne montraient pas, c'était la complexité sous la surface. Edwina était une femme d'une immense énergie personnelle et d'une profonde agitation intérieure. Elle ne se contentait pas d'être une figure décorative au bras d'un officier de marine, aussi aristocratique soit sa lignée. La richesse qu'elle possédait lui donnait une liberté que la plupart des femmes de son époque n'avaient jamais connue, et elle l'utilisait avec enthousiasme, parfois même avec imprudence. Dans les années qui suivirent le mariage, Edwina voyagea constamment, se jeta dans la vie mondaine londonienne et noua des amitiés qui faisaient souvent hausser les sourcils. Elle était particulièrement proche de plusieurs personnes en dehors de ce qui aurait été considéré comme son cercle social naturel, notamment des musiciens, des artistes et des figures du monde du jazz et du divertissement qu'elle rencontrait dans la culture des clubs londoniens, de plus en plus animés dans les années 1920. Son amitié avec Paul Robeson, le chanteur afro-américain et militant des droits civiques, devint l'une des relations les plus commentées de sa vie. Ils se rencontrèrent à Londres à la fin des années 1920. Robeson était alors en train de devenir l'une des voix les plus reconnues au monde, et Edwina l'admirait énormément. La question de savoir si leur relation dépassa l'amitié fut âprement débattue à l'époque, et le sujet la suivit pendant des années. Ce qui est clair, c'est qu'elle ne recula pas devant cette amitié malgré la pression sociale considérable qui l'incitait à le faire. Le mariage avec Mountbatten ne s'effondra pas sous le poids de tout cela. Il évolua vers quelque chose qui défiait les conventions sociales de l'époque. Un arrangement dans lequel les deux parties semblaient avancer avec une forme de compréhension pragmatique. Mountbatten poursuivit sa carrière navale avec une intensité croissante, tandis qu'Edwina vivait largement selon ses propres règles. Ils eurent deux filles, Patricia, née le 14 février 1924, et Pamela, née le 19 avril 1929. Leur vie de famille existait dans un compartiment séparé, à part des grands drames qui semblaient sans cesse graviter autour d'eux. Les années 1930 apportèrent un changement de ton. L'Europe changeait. L'esprit de plaisir et d'insouciance de la décennie précédente se dissolvait dans quelque chose de plus sombre et de plus anxieux. L'agitation d'Edwina commença à s'exprimer autrement. Elle s'impliqua plus sérieusement dans les œuvres caritatives, les comités hospitaliers et les organisations de bienfaisance. C'étaient les premiers signes de la direction à laquelle elle finirait par se consacrer entièrement. Mais il restait encore beaucoup de turbulences avant que ce but plus silencieux ne prenne vraiment possession d'elle. Segment 10. Le scandale qui ne voulait pas disparaître. Malgré son engagement croissant au service des autres, la réputation d'Edwina faillit être détruite par une controverse qui remettait en cause les fondations mêmes de la haute société. Malgré toute l'admiration sincère qu'Edwina allait finir par obtenir, les années précédant l'établissement de cette réputation furent marquées par des moments qui passèrent beaucoup plus près du désastre que la plupart des récits historiques ne le soulignent. En 1932, Edwina se retrouva au centre d'un scandale qui devint l'un des incidents mondains les plus commentés de l'entre-deux-guerres. Une chronique de potin publiée dans un journal new-yorkais faisait référence à une Anglaise non nommée, mais clairement identifiable, d'une immense richesse et d'un rang aristocratique en l'associant à une relation avec un artiste noir. L'allusion était évidente pour toute la société londonienne. À l'époque, une telle accusation, même implicite, avait des conséquences difficiles à mesurer pleinement aujourd'hui. Pour une femme de la position d'Edwina, être associée à cela dans la presse était considéré par l'establishment comme potentiellement dévastateur. Mountbatten intenta une action en diffamation.
L'affaire se régla par un accord, le journal retira l'histoire et versa une indemnisation. Mais l'histoire avait déjà assez circulé pour ne plus pouvoir être effacée. La référence implicite à Paul Robeson, bien qu'il ne fût jamais nommé directement, fut largement comprise. Ce que cet épisode révélait d'Edwina n'était pas ce que les chroniqueurs mondains avaient voulu faire croire. Elle était quelqu'un qui refusait d'organiser sa vie privée selon les conventions raciales et sociales de son époque. Voilà le vrai malaise, non pas un scandale dans un quelconque sens moral véritable, mais un défi lancé aux structures qu'un grand nombre de personnes puissantes en Grande-Bretagne, en 1932, tenaient profondément à préserver. Elle ne s'effondra pas, elle ne se retira pas, elle continua, plus ou moins exactement comme elle l'entendait. C'était la même femme qui, un peu plus d'une décennie plus tard, avancerait dans les camps de réfugiés sous la chaleur d'un été indien. Ce que les années 1920 et le début des années 1930 avaient construit en elle, l'intrépidité et le refus de se laisser intimider par ce que la société pensait de ses choix, allait devenir le même moteur de tout ce qui suivrait. Et ce qui suivit fut quelque chose que presque personne n'aurait pu prédire pour une femme qui avait passé une décennie à faire parler la société londonienne pour toutes les mauvaises raisons. Segment 9. Le monde se referme. Le déclenchement de la guerre mondiale servit de catalyseur, transformant Edwina de Monden en dirigeante humanitaire dévouée. La Seconde Guerre mondiale changea presque tout dans la manière dont vivaient les deux sœurs. Pour Mountbatten, la guerre fut un chapitre professionnel déterminant. Il passa rapidement du commandement du destroyer HMS Kelly, coulé au large de la Crète le 23 mai 1941, au poste de commandant suprême allié du Southeast Asia Command en octobre 1943. Il fut au centre de certaines des décisions militaires les plus importantes de la guerre. Pour Edwina, la guerre devint le moment où elle trouva enfin le rôle pour lequel elle semblait avoir été faite. Elle se jeta dans le travail de la St. John Ambulance Brigade et de la Croix-Rouge britannique avec une intensité qui surprit ceux qui ne l'avaient connue que comme une femme du monde. Elle était dans les rues bombardées. Elle était dans les services d'urgence. Elle discutait directement avec des médecins et des infirmières de fourniture, de triage et de logistique. Les personnes qui la rencontrèrent durant cette période décrivirent quelqu'un qui ne visitait pas les ruines pour sauver les apparences, mais qui y était réellement présente physiquement. À la fin de la guerre, elle avait été nommée Superintendent in Chief de la St. John Ambulance Brigade et avait reçu le titre de Commander of the Order of the British Empire pour ses efforts. Ce qui se passait en elle émotionnellement pendant cette période était bien plus complexe. Sa relation la plus importante en dehors de son mariage, celle qui deviendrait la plus commentée de sa vie, fut avec Jawaharlal Nehru, l'homme qui allait devenir le premier Premier ministre de l'Inde. Edwina rencontra Nehru pour la première fois à Singapour en 1945, alors que Mountbatten se trouvait dans la région en tant que commandant suprême allié. Elle avait même demandé à faire un détour sur le chemin d'une visite d'inspection afin de pouvoir assister à la rencontre entre Mountbatten et Nehru. Les deux furent présentés et quelque chose de véritablement profond commença entre eux. Leur deuxième rencontre eut lieu en mars 1947, lorsque les Mountbatten arrivèrent à Delhi comme vice-roi et vice-reine de l'Inde. Mountbatten avait été nommé pour superviser le transfert du pouvoir, la fin de l'Inde britannique, et Edwina était à ses côtés dans une fonction officielle. Le transfert du pouvoir en août 1947, le moment où l'Inde devint indépendante tout en étant simultanément divisée entre l'Inde et le Pakistan, fut l'un des événements les plus catastrophiques du XXe siècle en termes de coûts humains. Les estimations du nombre de personnes mortes dans les violences liées à la partition vont de 2000 Lille à 2 millions. Entre 12 et 20 millions de personnes furent déplacées. L'ampleur de la souffrance était presque impossible à comprendre. Edwina ne regarda pas tout cela depuis la résidence du vice-roi. Elle était dehors, dans les camps, dans les colonnes de réfugiés et dans les hôpitaux submergés au-delà de tout ce pourquoi ils avaient été conçus. Les assistants qui l'accompagnèrent racontèrent plus tard qu'elle s'arrêtait au milieu des tirs pour ramasser les blessés et les conduire vers des infirmeries. Elle organisa des chaînes d'approvisionnement et réunit 15 organisations de secours différentes sous un même organisme de coordination afin que l'aide puisse circuler plus rapidement. Elle s'assit auprès des mourants. Sa proximité avec Nehru durant cette période était connue au plus haut niveau, y compris de Mountbatten lui-même.
Les observateurs n'étaient pas d'accord sur la question de savoir s'il s'agissait de sa part d'une véritable sérénité ou d'une façade très soigneusement maintenue. Mais l'amitié entre Edwina et Nehru, documentée par une vaste correspondance qui se poursuivit jusqu'à sa mort, fut l'une des relations les plus importantes émotionnellement de leurs deux vies. Lorsque les Mountbatten quittèrent l'Inde en juin 1948, le départ d'Edwina fut marqué par une immense émotion publique. Les témoins décrivirent l'adieu de Nehru à l'aéroport comme profondément bouleversant. Ce n'était pas l'adieu de collègues politiques. Elle retournerait plusieurs fois en Inde dans les années qui suivirent, retrouvant toujours le chemin du travail humanitaire auquel elle s'était consacrée, et les lettres continuèrent. Segment 8. Le chemin différent de Mary. Pendant qu'Edwina écrivait l'histoire sur la scène mondiale, sa sœur Mary menait une vie tout aussi dramatique, mais beaucoup plus protégée du regard public. Alors qu'Edwina vivait au cœur même des événements mondiaux, Mary traversait une existence qui, à bien des égards, était tout aussi intense, mais sur un registre beaucoup plus contenu, beaucoup plus privé et finalement beaucoup plus surprenant que ce que la plupart des gens savent. Le nom complet de Mary Ashley était Ruth Mary Clarice Ashley. Elle utilisa son deuxième prénom toute sa vie et la vie qu'elle construisit allait occuper les chroniques mondaines d'une manière bien à elle. Son premier mari fut le capitaine Alec Cunningham Reid, un as de l'aviation décoré de la Première Guerre mondiale, devenu député conservateur. Ils se marièrent le 12 mai 1927 et un journal américain décrivit le couple comme la jeune fille la plus riche d'Angleterre et l'homme le plus beau. C'était le genre d'union que la presse mondaine de l'époque adorait sans réserve. Beauté, argent, héros de guerre avec une carrière politique et petite fille de l'une des grandes fortunes édouardiennes. Ils eurent deux fils ensemble, Michael et Noël, nés en 1928 et 1930. Mais le mariage se défit sous les pressions complexes des années suivantes, et ils divorcèrent en 1940. En quelques mois, elle se remaria, cette fois avec le major Ernest Laurie Gardner, en septembre 1940. Ce mariage dura 3 ans et prit fin en 1943 sans enfant. Puis, en juin 1944, elle se maria une 3e fois avec Thomas Cholmondeley, 4e baron de la Mer. Ce n'était pas une étape anodine. Lord de la Mer était une figure majeure du Kenya colonial britannique. Le nom de sa famille était lié à la communauté des colons blancs depuis le tout début du XXe siècle, lorsque le 3e baron de la Mer arriva en Afrique de l'Est et contribua à façonner ce qui allait devenir un chapitre particulier et profondément contesté de l'histoire du colonialisme britannique. Par ce mariage, Mary se retrouva liée à un monde de vastes domaines d'élevage en Afrique de l'Est, à la poussière, à la chaleur et aux hiérarchies sociales de Nairobi coloniale, puis aux turbulences qui accompagnèrent la marche du Kenya vers l'indépendance. Ce ne furent pas des années tranquilles. Le soulèvement Mau Mau du début des années 1950 apporta violence et instabilité au monde des domaines détenus par des Européens au Kenya, et la pression sur tout ce mode de vie montait. Mary et Lord de la Mer finirent par divorcer en 1955 après 11 ans. 3 mariages en moins de 3 décennies, chacun la reliant à une autre partie de l'establishment britannique, et chacun se terminant. À travers tout cela, l'héritage Cassel lui donna juste assez d'indépendance pour continuer d'avancer au lieu d'être prisonnière de l'un d'eux. Ce que le monde extérieur ne voyait pas, c'était la dimension plus calme et plus privée de la vie de Mary. Dans les années qui suivirent son dernier divorce, lorsqu'elle retourna en Angleterre et s'installa à 6 Mile Bottom Hall, dans le Cambridgeshire, un domaine qu'elle avait hérité grâce à l'argent Cassel, elle se consacra à son entretien, à ses liens familiaux et au rythme plus lent de la vie rurale anglaise. La femme qui avait autrefois été photographiée à chaque grand rassemblement mondain se retira peu à peu, et le monde, dans une large mesure, la laissa partir. Elle mourut le 10 octobre 1986, à l'âge de 80 ans. Elle avait survécu à sa sœur de 26 ans. Durant tout ce temps, presque personne n'écrivit sa biographie, et très peu de gens en dehors des cercles familiaux et des notes de bas de page historiques se souvenaient vraiment d'elle. Ce qui, au regard de la vie qu'elle avait réellement menée, constitue une forme de verdict historique en soi. Segment 7. Les lettres. Le lien émotionnel profond entre Edwina et Nehru est le mieux conservé dans une vaste collection d'écrits privés qui révèlent leur véritable attachement.
L'un des héritages matériels les plus remarquables de la vie d'Edwina est l'ensemble des lettres échangées entre elle et Nehru. Ces lettres, des centaines, couvrant plus d'une décennie, sont en partie conservées au Nehru Memorial Museum and Library à New Delhi et ont fait l'objet d'une attention importante de la part des chercheurs et du public. Ce que ces lettres révèlent n'est pas principalement une relation politique. Ce ne sont pas des lettres sur la gouvernance de l'Inde, même si le monde autour d'eux reste toujours présent en arrière-plan. Ce sont les lettres de deux personnes qui se comprenaient avec une franchise et une intimité que tous deux trouvaient rares. Nehru, dans ses lettres à Edwina, écrivait sur la solitude avec des mots étonnamment désarmés pour un homme de sa position. À l'époque de leur correspondance, il était le chef du gouvernement de la plus grande démocratie du monde. Il était constamment entouré de gens, conseillers, fonctionnaires, solliciteurs, collègues, foules. Et pourtant, il décrivait un sentiment de solitude fondamentale que seules certaines personnes pouvaient atteindre. Edwina était l'une de ces personnes. Elle lui répondait avec une honnêteté à la hauteur de la sienne. Elle décrivait sa propre agitation, son impression d'avoir passé trop d'années en mouvement sans vraiment savoir vers quoi elle avançait, et le sentiment que le travail trouvé en Inde lui avait donné quelque chose que la vie mondaine qu'elle avait menée auparavant n'avait jamais vraiment pu lui offrir. La question de savoir si leur relation fut un jour exprimée physiquement est débattue depuis que les lettres sont devenues connues. La fille de Nehru, Indira Gandhi, puis les propres filles d'Edwina, dont Pamela Hicks, affirmèrent publiquement que la relation était restée profonde, mais platonique. Ce que les lettres elles-mêmes montrent, c'est un lien qui, dans sa réalité émotionnelle, était aussi complet que n'importe quelle relation qu'ils aient eue l'un ou l'autre. Vu sous cet angle, la question de l'expression physique est peut-être la moins importante. Quand Edwina mourut à Bornéo en 1960, Nehru fut informé par télégramme. Les personnes qui se trouvaient avec lui à ce moment-là décrivirent une douleur qu'il ne parvenait pas à contenir comme il se contenait d'ordinaire. Il garda une photographie d'elle près de lui jusqu'à sa propre mort 4 ans plus tard. Les lettres qu'elle emportait dans son dernier voyage, retrouvées dans sa chambre ce matin-là, comprenaient une correspondance de lui. Elle avait lu ces mots avant de dormir. Segment 6. Le dernier voyage. La vie d'Edwina, faite de services infatigables, prit soudainement fin au cours de l'une de ses nombreuses missions dans des terres lointaines. Edwina ne ralentit pas dans les années 1950. Au contraire, l'urgence de son travail humanitaire s'intensifia. Elle voyagea beaucoup dans son rôle de superintendent-in-chief de la St. John Ambulance Brigade, visitant des territoires de ce qui avait été l'Empire britannique alors qu'il se dirigeait vers l'indépendance ou tentait de la gérer. En février 1960, elle se trouvait à Jesselton, dans le nord de Bornéo, aujourd'hui connu sous le nom de Kota Kinabalu, en Malaisie. C'était la dernière étape d'une tournée épuisante. Elle était passée par Chypre, Karachi, Delhi, la Malaisie et Singapour avant d'arriver là. Les personnes qui voyageaient avec elle avaient remarqué chez elle une fatigue différente de l'épuisement ordinaire du voyage. À Delhi, Nehru lui-même l'avait vue et avait remarqué à quel point elle semblait étrange. Même s'il ne le lui avait pas dit, comprenant, comme le comprenaient ceux qui la connaissaient bien, que lui demander de s'arrêter n'aurait servi à rien. Dans la nuit du 20 février, elle se retira dans sa chambre, dans la maison de repos où elle séjournait. On la retrouva le lendemain matin, le 21 février 1960. Elle était morte dans son sommeil. Elle avait 58 ans. La cause fut donnée comme une insuffisance cardiaque aiguë. On la trouva avec des lettres de Nehru parmi ses affaires, ainsi que des papiers sur lesquels elle travaillait. Dans ces dernières heures, elle faisait exactement ce qu'elle faisait toujours. Conformément à ses souhaits, Mountbatten organisa son inhumation en mer depuis le HMS Wakeful le 25 février 1960 dans la Manche. L'archevêque de Canterbury officia. Dans un geste sans précédent dans les protocoles régissant les relations entre les deux pays, Nehru fit en sorte que 2 navires de guerre indiens accompagnent le Wakeful sur une partie du trajet. C'était un hommage sans catégorie formelle, quelque chose qu'il fallait inventer parce que rien d'existant ne pouvait exprimer ce que ce geste voulait dire. L'hommage public de Nehru la décrivit comme quelqu'un qui s'était donné entièrement, qui avait pris les privilèges extraordinaires de sa naissance et les avait tournés vers le monde. Il mourut en mai 1964, à l'âge de 74 ans. Segment 5.
La famille élargie et ce qui suivit. L'héritage de la famille Mountbatten se poursuivit à travers leurs enfants et leur influence durable sur la monarchie britannique. Patricia Mountbatten, la fille aînée d'Edwina, devint la deuxième comtesse Mountbatten de Birmanie. Elle passa une part importante de sa vie liée à des œuvres caritatives, portant quelque chose des engagements de sa mère dans sa propre génération et servant parfois comme dame d'honneur auprès de la reine Élisabeth II. Elle mourut en juin 2017 à l'âge de 93 ans. Pamela Mountbatten, la fille cadette, née en 1929 à Barcelone, dans une histoire impliquant une intervention royale d'urgence et un accouchement prématuré, avait en réalité accompagné ses parents en Inde pendant la période de la partition, alors qu'elle était adolescente, observant de près le bouleversement historique. Elle devint Pamela Hicks par son mariage avec le designer David Hicks en 1960, la même année que la mort de sa mère. En 2007, elle publia un mémoire sur son séjour en Inde pendant le transfert du pouvoir, puis en 2012, un second volume retraçant plus largement son enfance et sa vie de dame d'honneur. Ces récits restent parmi les témoignages les plus personnels dont nous disposons sur la vie au sein de cette famille particulière, à ce moment particulier de l'histoire. Mountbatten lui-même resta au centre de la vie publique britannique pendant des décennies après la mort d'Edwina. Il finit par occuper le poste de Chief of the Defence Staff. Il demeura étroitement impliqué dans l'éducation de son petit-neveu, le futur roi Charles III, dans une relation que les deux hommes décrivaient comme celle d'un grand-père honoraire et d'un petit-fils honoraire. Quand Charles était encore jeune, Mountbatten lui écrivait des lettres franches de conseils sur la vie, le mariage et le devoir, prises assez au sérieux pour influencer des décisions majeures. En août 1979, Mountbatten était en vacances à Mullaghmore, dans le comté de Sligo, en Irlande, comme il l'avait été de nombreux étés auparavant. Le matin du 27 août, il sortit avec son bateau, le Shadow V, vers ses casiers à Omagh. Une bombe de Lyra avait été placée sur le bateau la nuit précédente. L'explosion tua Mountbatten, son petit-fils de 14 ans, Nicholas Knatchbull, et le jeune membre d'équipage Paul Maxwell, âgé de 15 ans. Une quatrième personne, la douairière Lady Brabourne, mère du gendre de Mountbatten, mourut de ses blessures le lendemain. Le choc de cette mort, sa violence, son caractère public et l'identité de la cible provoquèrent une secousse particulière au sein de l'establishment britannique. Le roi Charles décrivit son chagrin en des termes qui montraient clairement la profondeur de ce que cette relation avait représenté pour lui. L'héritage de Mountbatten a fait l'objet d'une réévaluation importante au cours des décennies suivantes, notamment sur le rythme de la partition de l'Inde et le coût humain de la vitesse avec laquelle elle fut menée. L'héritage d'Edwina a été admiré de manière plus constante. Son bilan humanitaire est difficile à contester et la qualité humaine révélée par la correspondance avec Nehru, l'intelligence, le sérieux émotionnel et la véritable capacité d'amitié, a fait d'elle une figure qui devient plus intéressante à mesure qu'on l'examine de près. Segment 4. La fortune Cassel et ce qu'elle a construit. Au cœur de l'histoire des deux sœurs se trouve l'immense richesse qui leur donna une liberté sans précédent et compliqua leur vie. Un fil traverse discrètement, mais constamment, l'histoire des deux sœurs. L'argent. La fortune laissée par sœur Ernest Cassel fut, selon les moments, une source de liberté, de conflit, de jugement et de quelque chose qui ressemblait à une transformation. Pour Edwina, l'héritage fut à la fois un cadeau et une complication. Il signifiait qu'elle n'avait jamais besoin de négocier sa liberté depuis une position de dépendance. Elle pouvait aller où elle voulait, financer ce qui lui tenait à cœur et vivre selon des conditions entièrement à elle. Mais cela attirait aussi un type particulier de surveillance, celle réservée aux femmes qui avaient trop d'indépendance et qui l'utilisaient trop librement. L'argent façonna aussi son mariage d'une manière propre à son époque. Le salaire de Mountbatten comme lieutenant de marine était de 310 livres par an lorsqu'ils se marièrent. Le fonds en fiducie d'Edwina produisait, après impôt, environ 6 000 livres de revenus annuels dans les premières années de leur mariage. C'était lui qui avait le sang royal, le rang et les titres, mais c'était elle qui payait les maisons, le personnel, les poneys de polo et le yacht. Cette dynamique, assez inhabituelle pour être remarquée, était présente à la base du mariage et le colora tout au long de son existence. Pour Mary, la trajectoire de l'héritage fut différente.
Elle reçut une part substantielle de la fortune Cassel, décrite au moment de son premier mariage comme faisant d'elle la jeune fille la plus riche d'Angleterre. Mais ces 3 mariages et divorces, ainsi que les négociations financières que ces fins impliquaient, façonnèrent sa relation à l'argent pendant des décennies, d'une manière très différente de l'indépendance plus continue d'Edwina. La fortune Cassel elle-même reposait sur une histoire précise qu'il vaut la peine de rappeler. Sir Ernest était un juif originaire de Cologne qui s'était converti au catholicisme après la mort de sa femme. Une conversion faite, selon la plupart des récits, pour des raisons personnelles plutôt que sociales. Il était arrivé en Grande-Bretagne comme jeune homme avec très peu de choses et s'était élevé grâce à un instinct financier remarquable et à une proximité soigneusement cultivée avec les confidents royaux, jusqu'à devenir l'une des personnalités privées les plus puissantes de la Grande-Bretagne édouardienne. Sa relation avec le roi Édouard VII comme conseiller financier de confiance et ami personnel fut le levier sur lequel reposa toute la transformation sociale de la famille Cassel. Sans cette relation, la fortune aurait peut-être pu être bâtie, mais c'est cette relation qui ouvrit les portes de l'establishment britannique d'une manière que l'argent seul n'aurait pas pu accomplir. Ces petites filles vécurent dans un monde qu'il avait construit pour elles au prix d'une vie entière d'efforts exceptionnels. Ce monde ne reconnut pas toujours qui l'avait bâti ni comment. Les origines juives allemandes de Sir Ernest furent une source de moquerie et d'hostilité pour Edwina durant ses années d'école, bien avant que les dimensions politiques de cette hostilité en Europe ne deviennent la catastrophe qu'elles allaient devenir dans les années 1930 et 1940. Elle absorba tôt cette hostilité et construisit en réponse quelque chose de particulier. Une forme d'immunité au jugement de personnes dont elle avait décidé que l'approbation ne valait pas la peine d'être obtenue. Segment 3. Le sang et les circonstances. Les vies contrastées d'Edwina et de Mary offrent un regard profond sur la manière dont le moment et les opportunités peuvent définir le destin d'une personne. Il y a quelque chose dans l'histoire de ces 2 sœurs qui mérite qu'on s'y arrête. Le rôle que jouent les circonstances dans la construction d'une vie. Edwina et Mary venaient des mêmes parents, de la même maison et du même chagrin d'avoir perdu leur mère alors qu'elles étaient encore très petites. Elles furent façonnées par l'immense richesse du même grand-père, la même éducation anglaise et le même monde mondain des années 1920, puis elles partirent dans des directions totalement différentes. Ce n'était pas parce que l'une était plus capable ou plus courageuse que l'autre, mais parce que les circonstances qui s'ouvrirent à chacune d'elles furent différentes. Les portes particulières qui s'ouvrirent pour Edwina étaient de celles qu'aucune personne raisonnable n'aurait pu prévoir. Edwina se retrouva à Delhi en 1947 parce qu'elle était mariée à l'homme nommé pour superviser la fin de l'Inde britannique. Elle se retrouva dans ces camps de réfugiés parce qu'elle était, par hasard, au bon endroit, avec le bon type de liberté, à un moment de besoin catastrophique. Le fait qu'elle ait répondu à ce moment avec tout ce qu'elle avait est ce qui l'a rendue remarquable. Mais il fallait d'abord que ce moment la trouve. La vie de Mary trouva d'autres moments. 3 mariages, 3 divorces et 3 chapitres différents de réinvention dans un monde qui observait très attentivement les femmes de sa classe et jugeait ce qu'il voyait. Elle choisit chacun de ces chapitres. Se marier, partir, recommencer. Ce ne sont pas de petits choix. Ce sont simplement des choix que les archives publiques trouvent souvent moins intéressants que l'héroïsme humanitaire dans l'Inde en guerre. La fortune héritée par Edwina, à 19 ans, fut la divergence originelle. Cet argent la plaça dans des pièces, sur des navires, dans des réunions et dans des positions où l'extraordinaire pouvait la trouver. Au début, la différence entre les 2 sœurs fut en grande partie une question de testament lu en 1921. Et pourtant, les choix faits dans ces circonstances furent réels. Edwina choisit d'aller dans ces camps alors qu'elle aurait pu rester dans la résidence officielle. Elle choisit de maintenir la correspondance avec Nehru malgré la solitude de la distance. Elle choisit, année après année durant les années 1950, de continuer à voyager, de continuer à travailler et de dépasser la fatigue que les autres voyaient en elle, même lorsqu'elle ne pouvait pas la voir elle-même. Elle choisit d'être enterrée en mer. Mary choisit de construire une vie avec les matériaux disponibles, puis, lorsque ces matériaux se révélèrent inadaptés, de reconstruire encore et encore. Cette obstination silencieuse n'est pas célébrée comme l'héroïsme en temps de guerre, mais elle n'en est pas moins une vie. Segment 2.
Ce que le monde a choisi de retenir. L'histoire favorise souvent les figures audacieuses et visibles, laissant les luttes plus privées des autres glisser dans l'ombre. La mémoire historique d'Edwina et de Mary Ashley prit des formes très différentes dans les décennies qui suivirent leur mort. Edwina devint une figure vers laquelle revinrent sans cesse les biographes, les documentaristes, les personnes intéressées par la fin de l'Empire britannique et celles attirées par la correspondance avec Nehru. La biographie de Janet Morgan, publiée en 1991, fut considérée pendant de nombreuses années comme le récit le plus complet de sa vie, s'appuyant sur toute la correspondance pour montrer une relation qui fut, à sa manière, l'une des grandes histoires émotionnelles de l'après-guerre. Mary attira beaucoup moins l'attention. Le schéma est familier dans la manière dont l'histoire enregistre la vie des femmes. La femme qui vit publiquement, qui traverse les centres de pouvoir et qui laisse des traces visibles, devient un sujet d'enquête. La femme qui se marie, divorce, se remarie et gère sa propre vie privée compliquée disparaît largement du récit. Et pourtant, la vie de Mary contenait des éléments tout à fait remarquables en eux-mêmes. Elle eut 3 mariages sur 3 décennies, avec 3 figures importantes de la société britannique et coloniale. Sa vie traversa le Kenya du monde colonial de Lord Delamere, les domaines du Cambridgeshire de la gentry anglaise, et la longue visibilité publique d'être la sœur de la femme qui était partout. Elle navigua à travers tout cela, supporta les comparaisons et continua. La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922, qui avait fait de son beau-père, le 5e comte de Carnarvon, l'une des figures les plus célèbres du monde, resta un fait déterminant en arrière-plan de cette partie de son histoire. Le récit populaire et durable de la malédiction du pharaon, lorsqu'il mourut au Caire, en avril 1923, quelques mois après l'ouverture du tombeau, faisait partie de son monde. Le 5e comte avait financé les recherches de Howard Carter, avait été présent lors de la découverte et était mort d'une infection du sang alors qu'il se trouvait encore en Égypte. Que l'on croit ou non à la malédiction, cette histoire captiva l'imagination du public pendant des décennies et les liens de Mary avec elle furent permanents. Highclere Castle, le siège familial des Carnarvon, acquit dans les années 2000 une toute autre forme de célébrité en devenant largement connu comme le lieu de tournage d'une célèbre série historique consacrée à la vie aristocratique anglaise. L'ironie historique de tout cela, c'est que les vies réelles menées entre ces murs étaient considérablement plus mouvementées et plus étranges que tout ce qu'un drame télévisé serait susceptible de montrer. Segment 1. La fin d'une époque. Alors que le monde passait de l'ère édouardienne à l'époque moderne, les vies des sœurs Ashley témoignaient d'un mode de vie en train de disparaître. Il y a une qualité particulière dans les vies des personnes nées dans le monde édouardien. La distance entre le monde de 1906 et celui de 1986, en termes de technologie, de culture, de politique et de structure sociale, est presque incompréhensible. Des personnes qui avaient grandi avec des femmes de chambre et des valets ont vécu assez longtemps pour voir les premiers pas sur la Lune et le démantèlement complet de l'empire dans lequel elles avaient été élevées. Mary vécut tout cet arc. Née en 1900 et morte en 1986, elle vit presque toute la transformation du XXe siècle. Elle avait été une enfant dans une maison décorée par l'une des grandes fortunes édouardiennes, et elle mourut dans un monde où ce type de maison et de structure sociale appartenait désormais à l'histoire. L'arc d'Edwina fut plus court, mais plus concentré. Elle mourut en 1960, ce qui signifie qu'elle manqua les bouleversements de la décennie suivante, les révolutions culturelles, la poursuite de la décolonisation et les réévaluations ultérieures, plus complexes, de la partition dans laquelle elle avait joué un rôle si central. Elle mourut alors que Nehru était encore vivant, alors que l'Inde était encore dans sa première décennie d'indépendance pleine d'espoir, et alors que le travail humanitaire qu'elle avait accompli restait relativement frais dans la mémoire des personnes qu'elle avait aidées. Elle mourut, d'une certaine manière, au bon moment, si tant est qu'il existe un bon moment, pour être surtout rappelée pour ce qu'elle avait fait plutôt que pour les complications que les décennies suivantes auraient le pu ajouter au tableau. La photographie des 2 filles sur le banc du jardin, ou la photographie qui pourrait exister, représente ce qu'elles étaient avant que tout cela n'arrive. Il vaut la peine d'y revenir à la fin. 2 enfants en robe blanche, les mêmes parents, la même maison, la même perte précoce, une fortune sur le point d'être distribuée de manière inégale entre elles, et un monde sur le point de changer autour d'elles
d'une manière qui exigerait tout ce qu'elles avaient. L'une finirait par être ramenée à travers l'océan sur un navire de guerre britannique, pleurée par un Premier ministre qui versa des larmes ouvertement et rappelée sur 2 continents. L'autre vivrait encore 3 décennies, se mariant, divorçant, reconstruisant, survivant, puis finissant par se retirer dans un domaine anglais tranquille, où la célébrité de l'argent de son grand-père et la célébrité de la légende de sa sœur se déposeraient autour d'elle comme la poussière après un long voyage. Aucune des 2 histoires n'est plus petite que l'autre. Elles sont simplement différentes. Et la différence entre elles fut, dès le début, bien plus fragile qu'elle ne le paraissait. Si cette exploration de la vie des sœurs Ashley a changé votre regard sur les complexités cachées de l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous nous consacrons aux histoires que le temps a tenté d'enterrer. Rejoignez-nous alors que nous continuons à fouiller le passé pour mieux comprendre notre avenir. Le prochain trésor historique sera bientôt révélé.